Bonjour à toutes et à tous et bon week-end, merci d'être avec nous sur BFM Business Radio Télé, sur 01 TV pour En route pour demain. On se retrouve toutes les semaines pour parler toute mobilité. Pauline, bonjour. Bonjour François. Avec au menu, Pauline, cette semaine. Cette semaine, on part en Harley-Davidson, mais avec une moto de trail. Alors, c'est une nouveauté pour la marque américaine. Pascal Samama fait le point sur ce virage stratégique pour la mythique marque de moto. Et oui, et puis on s'intéressera aux véhicules électriques et puis surtout aux bornes électriques. Vous savez qu'il y a cet objectif de 100 000 bornes d'ici la fin de l'année 2021. Où en est-on? On va en parler avec notre invité. Alors un look années 80, mais une conduite 100% électrique, c'est le nouveau SUV de Hyundai, la Ioniq 5. C'est l'essai de la semaine et il est signé Julien Bonnet. On va le retrouver dans quelques instants. Et puis on découvrira dans notre rendez-vous en région une start-up étonnante qui a mis au point un véhicule à pédales qui fonctionne à l'énergie solaire et aussi à la batterie. Pauline, c'est étonnant. Ce sera en toute fin de ce En route pour demain. Merci d'être là. C'est parti. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et Pauline, pour débuter donc ce En route pour demain, on ne craint plus personne en Harley-Davidson. Oui, mais on ne craint plus même plus la route 66 en fait. Oui. La marque américaine en fait a décidé de se lancer sur de nouveaux terrains, notamment sur une moto de trail. Alors c'est vraiment une première du genre pour Harley. Le but c'est d'aller attaquer BMW. Pascal Samama et Louis Tellier ont plongé dans ce nouvel univers Harley pour nous décrypter ce virage stratégique. Pendant des décennies, Harley-Davidson a été synonyme de road trip, ces balades sur route qui duraient des jours et des jours. Aujourd'hui, Harley-Davidson se réinvente, crée une moto, la Panamerica, une moto tout chemin pour aller sur les chemins de traverse, pour sortir justement de ces routes. Nous sommes chez Roadstar 92, un concessionnaire Harley des Hauts-de-Seine. On va maintenant découvrir cette moto et la stratégie d'Harley-Davidson. Suivez-moi. Après la Livewire, la moto électrique lancée l'an dernier, voici la Panamerica, un trail de 1250 cm3. L'accueil du public est plutôt positif, même parmi la clientèle traditionnelle d'Harley, nous explique Loïc de Cambronne, directeur commercial d'Harley France. Et une très très grande majorité des clients sont des clients, je qualifierais plutôt de classiques à Harley-Davidson, qui y ont trouvé réponse à leurs désirs, réponse à leurs besoins. Et donc ça a été la première grosse surprise par rapport au lancement de cette nouvelle moto. La Panamerica est un trail, donc une moto tout chemin. Est-ce qu'elle reste quand même une Harley? Dans l'imaginaire collectif, une Harley, c'est quand même une moto très particulière. Est-ce que la Panamerica est une Harley à part entière? Harley-Davidson est complètement légitime si on parle de sport, si on parle de tout-terrain. Par rapport à cette nouvelle moto, légitime parce qu'il y a des antécédents et il y a toute une histoire autour du sport et du tout-terrain pour Harley-Davidson qui est très connue aux États-Unis et probablement un petit peu moins en Europe. Donc oui, nous installons dans une nouvelle histoire, dans un nouveau segment, mais avec toute une histoire derrière qui va venir soutenir le lancement de cette nouvelle moto. La moto est lourde pour circuler en centre-ville, mais dès la sortie des zones urbaines, quand la circulation est moins dense, la Panamerica se montre à la fois vive et rassurante. Avec ses 5 modes, elle s'adapte à toutes les situations routières et aux conditions météorologiques. Thierry Arnaud, notre journaliste, l'a testée en conditions. La première impression, c'est que c'est vraiment une moto confortable. La position de conduite est confortable, la moto est très sécurisante, très bonne tenue de route, les amortisseurs sont très confortables aussi. On peut d'ailleurs les régler, ça fait partie des caractéristiques de cette moto. Il y a tout un tas de réglages qu'on peut faire. La suspension en particulier, en tout cas, c'est évidemment très confortable. Le moteur est très agréable, c'est une des grandes innovations de cette moto, ce V-Twin de Harley-Davidson. On en dit beaucoup de bien à juste titre, il est à la fois très puissant, très souple, tu peux redémarrer en secondes à 20 km/h sans la moindre secousse. Donc du coup en ville, puisque c'est ça l'essentiel de ce qu'on vient de faire ces dernières minutes, c'est assez agréable. J'ai 2 coups de cœur sur la partie techno de cette moto. Le premier, c'est la grande innovation qu'on connaît, c'est ce que Harley appelle l'ARH, c'est-à-dire la selle qui descend quand tu es à l'arrêt et qui remonte quand tu roules. Et puis si on est un peu geek et qu'on a envie de faire plein de réglages, de connecter son téléphone, d'écouter de la musique, d'avoir un GPS, tout ça est possible. Alors c'est un menu qui demande un peu de temps pour s'y adapter, mais une fois qu'on le maîtrise et c'est pas si compliqué, ça fonctionne très bien. Les 2 petits défauts que j'ai relevés en faisant
quelques kilomètres avec. Le premier, c'est la chaleur du moteur qui vient très vite, surtout lorsqu'on roule en ville. On se retrouve à avoir les jambes qui chauffent très, très rapidement. Ça peut être sympa l'hiver, mais pour le reste de l'année, c'est pas toujours très agréable. La deuxième chose qui manque, à mon avis, à cette moto et à cette gamme de motos, c'est le shifter, c'est-à-dire ce qui permet de changer de vitesse sans utiliser l'embrayage, qu'on retrouve sur la plupart des motos concurrentes de celle-là et qui n'est pas sur ce modèle, et c'est dommage. Harley-Davidson ne s'arrêtera devant rien pour séduire un nouveau public. La nouvelle arme sur laquelle se base cette offensive est le prix. Environ 15 000 € pour cette moto, une véritable offensive vis-à-vis des constructeurs japonais et européens. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Pauline, on accueille tout de suite notre invitée et avec elle, nous allons parler des bornes électriques parce que c'est bien beau de promouvoir l'achat ou la location de véhicules électriques, mais il faut pouvoir les recharger. Alors même si la plupart du temps, c'est des études qui disent ça, on les recharge à la maison, dans notre parking, il nous faut malgré tout des bornes un peu partout. Il y a cet objectif du gouvernement d'installer 100 000 bornes d'ici la fin de l'année 2021. Est-ce que ce calendrier sera tenu ? Alors pour l'instant, on n'est absolument pas sûr, puisqu'au dernier décompte réalisé par l'Aver France, on était à un peu plus de 33 000 bornes, donc à peu près un tiers de l'objectif. Cécile Goubet, bonjour. 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 Vous êtes secrétaire générale de l'Aver France. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de commencer à compter les bornes avec François, est-ce que vous pouvez nous dire, rappeler en quelques mots, l'Aver France, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Aver France, c'est l'Association nationale pour la promotion de la mobilité électrique. Donc, on compte les véhicules et on compte les bornes aussi. Et l'idée, c'est de vraiment fédérer tout l'écosystème, parce que c'est un écosystème qui est assez large, la mobilité électrique. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter et identifier les points de blocage et trouver des solutions ensemble pour que la mobilité électrique avance. Alors justement, cet objectif de 100 000 bornes, qui était certes très ambitieux, lancé par le gouvernement, on sait qu'il y a eu les confinements qui ont certainement retardé un certain nombre d'installations, mais pourquoi est-ce que ça patine ? Et surtout, là, on a l'impression que fin 2021, le compte ne sera pas là. Alors, il y a plusieurs aspects et tout dépend des cas d'usage, en fait. Quand on regarde au niveau global, c'est-à-dire points de recharge à domicile, en entreprise et ouvert au public, on a plus de 450 000 points de recharge en France. C'est très important parce que la partie à domicile et au travail, c'est 80 à 90% du besoin de recharge au quotidien. Les 7% restants, ce sont les points de recharge ouverts au public, qui sont effectivement 33 000 points de recharge. L'objectif des 100 000 points de recharge, à la base, il avait été fixé au regard de l'objectif du million de véhicules électriques circulant sur les routes à fin 2022. Cet objectif a été avancé d'1 an, à fin 2021. Nous, la façon dont on le voit, c'est plus l'idée de réellement créer une dynamique très forte sur la nécessité en fait, de déployer les infrastructures de recharge que réellement d'arriver à ce 100 000 points de recharge. En revanche, ce qui est très important pour nous au niveau national, parce qu'après au niveau local c'est un peu difficile, c'est le ratio du nombre de véhicules par point de recharge qui permet de voir un petit peu si ça chauffe ou pas, et en tout cas s'il y a bien une adéquation entre les déploiements d'infrastructures de recharge et les immatriculations. Et justement, alors aujourd'hui, lorsque vous analysez ces chiffres qui sont très importants, où en est-on ? Alors aujourd'hui, le ratio s'est effectivement beaucoup détérioré sur l'année 2020 pour une partie liée au confinement, mais pas que. Oui, parce que le confinement a bon dos, mais on voit que par exemple, il y a eu des infrastructures, notamment télécom avec la fibre, qui ont continué pendant cette période-là, donc tout n'était pas véritablement à l'arrêt. Il n'y a pas que ça, j'imagine, comme explication. Non, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment tout un contexte. En fait, on a eu un énorme élan en faveur de la mobilité électrique avec la loi d'orientation des mobilités. Et en fait, on attendait toute une série de textes d'application qui sont extrêmement structurants pour l'écosystème de la recharge et qui sont sortis là, cette année. Pour certains, il y a à peine quelques semaines et qui, du coup, ont créé un petit effet d'attente, tout simplement parce que quand on est aménageur, que ce soit collectivité ou ville, on n'a pas forcément envie de passer des marchés avec des bornes qui vont être mises en place et qui ne correspondent pas aux obligations réglementaires qui vont entrer en vigueur. Donc aujourd'hui, ça s'est fait. Le confinement a quand même eu un effet parce qu'on l'a très clairement vu sur les chiffres. On n'a fait que plus 4% sur l'année 2020. Là, depuis le début de l'année, on a fait plus 7%. Le prochain baromètre va sortir à la fin de l'été, donc on aura une petite visibilité aussi pour voir si la tendance s'accélère. Et là où il y a quand même un point qui est extrêmement intéressant, notamment à l'approche de l'été,
réalité, c'est les obligations de déploiement qui ont été mises en place pour tout ce qui est grands axes routiers et autoroutes, où les choses s'accélèrent vraiment très très fort en ce moment, où là l'objectif d'avoir toutes les aires de service équipées en 2023, je pense, est un peu challengeant, mais va réellement, je pense, être atteint. Donc normalement sur cette période, parce qu'on se souvient l'année dernière au départ en vacances, il y avait un certain nombre de réseaux justement sur autoroute qui avaient été désactivés, qui étaient tombés en panne, et on avait vu un peu des scènes d'apocalypse de clients de voitures électriques qui finalement tombaient en panne parce qu'ils ne trouvaient pas de bornes. Ça, cet été, normalement, ça ne devrait pas arriver. Alors, il y a plusieurs aspects. Sur l'année dernière, effectivement, il y a un réseau qui était le plus important réseau sur autoroute qui a fermé ses portes. Et parallèlement à cela, ça correspondait à un moment où on commençait à avoir une bonne compréhension du gouvernement sur l'importance d'avoir de la charge haute puissance. Parce que ce qu'on met sur l'autoroute, ce n'est pas ce qu'on met à la maison. Il faut vraiment des bornes qui sont capables de délivrer. Alors, les premiers déploiements étaient autour de 50 kW, et il y a encore beaucoup de véhicules qui prennent que 50 kW. Aujourd'hui, ce qu'on voit sortir de terre, c'est du 100, 150, 350 kW. Oui, pour préparer le futur, en fait, parce qu'on sait que les futurs modèles pourront monter jusqu'à 150, voilà. Et puis après, pour vraiment les véhicules premium, pour certains qui existent déjà, qui sont capables de prendre 350 kW, effectivement. Donc il y a vraiment cette préparation du futur, mais qui... c'est vraiment une prise en compte de ces aspects-là qui est assez récente. Et finalement, tout ce qui a été mis en place depuis, tous les textes qui sont sortis là et les dispositifs de financement accompagnent cette nécessité de maillage avec un vrai maillage haute puissance. Donc, on n'est pas encore tout à fait au bout, on va être lucide. Toutes les aires de service ne vont pas être équipées cet été. On est autour de 42-45% des aires de service équipées là. En revanche, là où on a un indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est les raccordements au réseau électrique, puisque pour mettre des bornes de recharge haute puissance, il faut que ça soit raccordé au réseau. Et toutes les demandes de raccordement ont été lancées. Un truc tout bête, mais on voit qu'on accélère là-dessus, et c'est plutôt bien, c'est les stations-service, en fait. L'idée, c'est de se dire qu'à terme, dans toutes les stations-service, sur mon itinéraire routier, en tout cas, ou autoroutier, je puisse recharger ma voiture. C'est tout à fait ça, exactement. L'objectif de toutes les aires de service équipées à 2023, c'est d'équiper, alors pas forcément dans la station-service elle-même, mais sur l'aire de service, parce que c'est une zone géographique un peu plus large, mais de trouver des vraies stations de recharge. Voilà. Et donc, on sait qu'il y a énormément de stations-service et d'aires de service sur tous les autoroutes. À terme, ça veut dire donc installer des milliers de bornes, j'imagine. Parce qu'il y en a beaucoup, non ? Il y a, sur le réseau concédé, on est autour de 360-380 aires de service, si je me souviens bien. Oui. Donc l'idée, c'est effectivement de toutes les équiper. Et après, il y a le réseau non concédé qu'il faut aussi équiper, où là, ça y est, la dynamique commence aussi à être lancée. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir toutes ces zones-là équipées. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des hubs de recharge. Donc ça, c'est des stations haute puissance en périphérie des villes qui commencent aussi à émerger, parce qu'il y a des financements aussi en face pour aider au déploiement, et qui va permettre aussi d'avoir soit de la recharge comme ça quand on prend la route, ou également de la recharge d'appoint. Ces hubs, justement, haute performance, est-ce que c'est rentable ? Parce que vous le disiez à l'instant, finalement, la grosse partie des recharges, je les fais soit au travail, soit à la maison. Ça va être un moment ponctuel. On va peut-être faire une fois, 2 fois des trajets un peu longs dans l'année. Est-ce que vous avez des investisseurs qui ont envie justement de mettre de l'argent, en sachant que les bornes, elles vont peut-être être très utilisées pendant quelques semaines dans l'année et puis totalement vides le reste du temps ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a la cible particulier qui, effectivement, va avoir des déplacements assez ponctuels qui correspondent un peu aux transhumances liées aux vacances. Après, on a aussi plusieurs cibles. Donc, il y a les professionnels. Et dans les professionnels, il y a les artisans. Et puis après, il y a toute la cible des taxis, des VTC, etc. Cette cible-là est aussi progressivement en train de passer à l'électrique. Et elle va avoir besoin d'avoir accès à de la recharge d'appoint sur la route et en périphérie des grandes villes aussi. Est-ce qu'on va vers une uniformisation des tarifs en fait, de recharge des véhicules ou pas ? Alors à terme, on terminera par avoir déjà eu, à terme, oui. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a les mécanismes de tarification, c'est soit à la session, soit à la minute, soit au kilowattheure. Pour la partie kilowattheure, on est en train il y a un petit sujet réglementaire à traiter qu'on est en train de travailler.
Donc il faudra voir dans quel sens ça va. On voit qu'il y a beaucoup d'associations d'utilisateurs qui militent beaucoup pour une facturation kilowattheure. Il y a aussi encore beaucoup de points de recharge qui sont gratuits. Donc du coup, la question de la tarification ne se pose pas dans ce cadre-là. Espérons qu'il le reste, ces points de recharge gratuits. Après, il faut quand même réussir. Il y a un modèle économique derrière. Donc il y a des coûts d'investissement, de maintenance aussi qui ne sont pas complètement anecdotiques. Et il faut, surtout quand c'est des réseaux qui sont déployés par des collectivités, etc., il y a quand même un équilibre financier évidemment aussi à trouver pour eux. Après, ça peut être aussi un élément séduisant pour faire justement venir peut-être des nouveaux usagers, des nouveaux habitants, des choses comme ça aussi, non? D'offrir des prestations gratuites. On le voit, ça a été vraiment l'idée avec les points de recharge gratuits dans un premier temps, c'était effectivement de donner un peu une prime aux pionniers de la mobilité électrique. Ce qu'a fait Paris notamment, avec la reclassification des bornes Autolib et puis le stationnement qui est gratuit à Paris pour les véhicules électriques. Ce sont effectivement des aides à l'usage qui sont, vous avez tout à fait raison de pointer ce point-là, pour les véhicules électriques, il y a souvent des aides à l'usage assez intéressantes pour les usagers, donc du stationnement gratuit. À Paris, c'est 6 heures, dans d'autres villes, c'est 2 heures, mais c'est vrai que ça allège bien la facture. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, on va continuer à compter les bornes. Oui, notre passion du week-end avec François. Merci Cécile Goubet, vous êtes déléguée générale de l'AVER. Et Pauline, il est temps de retrouver maintenant notre essai de cette semaine. Tout à fait, on va rester dans l'électrique puisqu'on va parler d'un SUV électrique, le Ioniq 5, le nouveau modèle de Hyundai. C'est un essai de Julien Bonnet et Elisa Wang. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. On ne compte plus les lancements de nouvelles voitures 100% électriques cette année et Hyundai ne déroge pas à la règle puisque le constructeur coréen propose son tout nouveau SUV 100% électrique, le Ioniq 5. Donc Ioniq, c'est peut-être un mot qui vous évoque déjà quelque chose. En effet, c'est un modèle de la gamme actuelle de Hyundai qui propose 3 motorisations au choix, de l'hybride classique, de l'hybride rechargeable ou bien du 100% électrique. Désormais, ça devient donc une gamme dédié au 100% électrique avec une plateforme dédiée également à cette motorisation. Et ce Ioniq 5, c'est donc le premier modèle de cette nouvelle gamme. Donc un SUV avec un look très original. En fait, on peut parler de rétro-futuriste, c'est-à-dire un look assez moderne, mais qui aurait pu être imaginé dans les années 80. Et donc ça lui permet finalement de cacher notamment ses proportions. On n'a pas l'impression d'être face à un SUV, on dirait plutôt une berline compacte. Or, ce Ioniq 5, il a bien un gabarit proche d'un Peugeot 5008. En bonus, le véhicule dispose aussi d'un toit photovoltaïque, permettant d'alimenter les batteries à énergie solaire. Pas de quoi rouler uniquement au solaire, mais toujours agréable de se dire qu'on utilise, même en quantité négligeable, une source d'énergie renouvelable. De l'originalité, on en retrouve également à l'intérieur et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Nous voici donc à bord de ce Ioniq 5 et on découvre vraiment un intérieur qui respire la qualité et la technologie. On a notamment un design très épuré avec cette grande planche, finalement une dalle tactile au centre pour l'infodivertissement et bien sûr avec les informations de conduite au centre, donc derrière le volant. Le sentiment qui domine, c'est le sentiment d'espace. On a notamment beaucoup d'espace au niveau des jambes avec un espace complètement libéré voilà, au niveau de la console centrale qu'on va pouvoir même déplacer d'avant en arrière et ça c'est assez inédit dans l'offre automobile actuelle. On a également toutes les aides à la conduite disponibles, l'affichage tête haute directement dans le pare-brise avec réalité augmentée pour la navigation. Et tout ça, on va découvrir ça tout de suite sur la route. On trouve également de nombreuses aides à la conduite sur ce Ioniq 5. Donc on peut citer notamment la conduite autonome de niveau 2 qui va consister tout simplement à coupler donc, le régulateur de vitesse adaptatif. Je rentre ma vitesse et donc finalement la vitesse va s'adapter automatiquement en fonction du véhicule qui roule devant moi, à un suivi des lignes. C'est vrai que j'ai pu le tester sur voie rapide notamment et ça marche très bien et ça c'est un plus niveau confort sur des longs trajets notamment. On a également des outils qui sont plus adaptés directement à la conduite 100% électrique, donc notamment un système de palette au volant qui va permettre de décélérer assez fortement en augmentant la récupération d'énergie lors de la décélération. Et ça finalement c'est assez agréable parce que si on est habitué par exemple à une voiture thermique à boîte manuelle où on rétrograde pour notamment perdre de la vitesse dans une situation type sortie d'autoroute par exemple, et ben finalement ça va reproduire vraiment cet effet là avec un plus, c'est que ce qui va permettre d'aller vraiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, un feu rouge par exemple en ville, en actionnant plusieurs fois donc la palette côté gauche qui augmente le niveau de régénération. Avec une architecture batterie 800 volts contre 400 d'ordinaire,
le Ioniq 5 peut encaisser jusqu'à 220 kW de puissance de recharge en courant continu, de quoi passer de 10 à 80% de batterie en moins de 20 minutes. Ce modèle préfigure l'arrivée d'autres numéros dans cette gamme 100% électrique. Sont déjà au programme notamment une grande berline Ioniq 6 et un grand SUV Ioniq 7. Il faudra donc voir si ce Ioniq 5 sait déjà trouver son public. Ça représente une importante montée en gamme pour Hyundai avec des prix qui démarrent pour ce véhicule en France à 43 600 €. Donc c'est un prix qui lui permet quand même de bénéficier du bonus maximum. Mais sur notre modèle d'essai avec la grosse batterie et les deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, il faut quand même compter un prix plus proche des 60 000 €. Sur ce créneau du véhicule familial 100% électrique, il y a aussi d'autres concurrents qui arrivent et donc il sera intéressant de voir comment la baisse du bonus, elle nuit ou pas à ces ventes de véhicules. Donc on peut notamment citer le duo du groupe Volkswagen, le Volkswagen ID.4 et son cousin de chez Skoda, le Skoda Enyaq, mais aussi prochainement la sortie du Tesla Model Y et également d'une certaine Renault Mégane qui sera prochainement convertie en SUV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Alors cette semaine en région, on part en Charente, mais on reste surtout en plateau avec Benoît Trouvé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Benoît. Vous êtes le fondateur de Midi Pile, une start-up qui a créé un petit véhicule à pédale, mais aussi électrique, mais aussi avec des panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Alors l'histoire remonte à un passé chez PSA, donc chez les constructeurs automobiles, développement de chaînes de traction hybride, motorisation hybride, et puis un voyage à vélo plusieurs années autour de la planète et l'envie finalement en constatant de faire autrement. Voilà. Et donc d'où est née l'histoire de Midi Pile, l'idée de changer le paradigme et de proposer un véhicule qui va s'intercaler entre le vélo cargo et la petite voiture urbaine. Donc ce véhicule, il est léger, il a 4 roues, il a des pédales, il a du photovoltaïque et surtout en fait on vient travailler son empreinte carbone. On ne vient plus regarder que sur le cycle, le 0 g de CO2 de la voiture électrique, on vient regarder ce qui se passe au début, comment on va la construire, donc une éco-conception, et puis ce qui va se passer à la fin aussi sur son recyclage. Et donc on annonce des chiffres de l'ordre d'une vingtaine de fois moins émissifs qu'une petite voiture urbaine actuelle. Alors moi je suis pour la voiture à pédale, je ne suis pas un excellent sportif, Benoît, je dois vous l'avouer, mais quand je vois qu'il y a des aides et qu'il y a à la fois de l'électrique et aussi du photovoltaïque dans ce véhicule, oui, je me dis que finalement c'est pour tout le monde. Oui, tout à fait. Nous, notre envie, c'est de démocratiser ce genre de petits véhicules un peu carrossés, un petit peu aéro, et pouvoir faire pédaler n'importe qui. Donc du coup, on a une assistance électrique et ça va toute la technologie qu'on développe, cette brique-là. Nous, on est des ingénieurs, donc vraiment, c'est là-dessus que vont porter un certain nombre de brevets. C'est de pouvoir contribuer un peu, beaucoup ou passionnément. Et finalement, en fait, la contribution pédale va vous permettre d'augmenter vos autonomies, mais surtout, en fait, d'inclure le sport au quotidien. Et donc, du coup, vous allez le matin à votre rendez-vous, vous n'avez pas trop envie de contribuer. Et le soir, vous avez envie de, justement... d'y aller un peu plus. D'y aller un peu plus. Parce que je peux transpirer, voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, on joue en plus sur le photovoltaïque. Photovoltaïque, les heures de recharge, c'est plutôt milieu de la journée, souvent quand ces véhicules-là sont au parking. Donc là, on va profiter de ces quelques heures. Parking, mais pas souterrain. Alors, pas souterrain, oui. Il faut effectivement être dehors. Et puis enfin, un pack de batteries avec une gestion un petit peu différenciée, c'est-à-dire un pack fixe et des batteries mobiles qu'on peut sortir du véhicule et recharger à part. Et donc, vous jouez sur ces 3 tableaux en fonction de vos besoins, en fonction de votre usage. Mais alors moi, je me dis, vous me dites des batteries, des panneaux photovoltaïques, il y a aussi il y a deux places, il y a un entourage, on a l'impression d'être dans une petite voiture. Ça pèse pas trop lourd à la fin, parce que moi, je suis pas une grande sportive non plus. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout le travail qu'on a dans ces années de développement, c'est de faire un véhicule qui, prêt à rouler, fait moins de 100 kg. Donc on a 70 kg de châssis et équipement véhicule, et puis une vingtaine de kilos de batterie. Voilà. D'accord. Et ça, parce qu'on voit, si vous êtes avec nous à la télé, on voit quelques images, mais on n'a pas trop l'échelle. C'est un gros véhicule, en fait? Non, c'est assez petit, en fait. C'est assez petit. Vous imaginez 2 personnes l'une derrière l'autre, et puis vous construisez une carrosserie autour. C'est gros comme quoi? Une Ami ou un Twizy, pour ceux qui voient ces petits véhicules voilà, des c'est ça. Alors, français. beaucoup moins large. Nous, on a fait le choix de ne pas mettre les 2 places en parallèle, mais de les mettre en tandem l'une derrière l'autre, pour des questions principalement d'aérodynamique. Et en termes de largeur, on est aux alentours de 850 mm. C'est un gros scooter 3 roues
qui va pouvoir se faufiler. Mais j'ai le droit d'aller sur les pistes cyclables, par exemple, avec votre petit véhicule demain ? C'est une bonne question. Donc réglementairement, on va l'homologuer sur le quadricycle léger L6EB, comme une AMI ou une Twizy. Donc 45 km/h, 6 kW, mais on pourra électroniquement le brider à 25-250 watts pour le faire rouler sur des pistes cyclables. Donc il y aura vraiment une version sans permis, enfin ça sera toujours sans permis, mais il y aura la version sans BSR ou avec Exactement. BSR, c'est ça la différence, d'accord. Voilà. L'idée étant de pouvoir s'en servir au quotidien, et un certain nombre de Français, en fait, dans le périurbain, petites, moyennes agglos, en fait, ont besoin de la vitesse d'avancement et non pas les infrastructures cyclables. Donc nous, on propose une solution supplémentaire pour ces concitoyens. Benoît, vous en êtes où de ce projet ? Alors on est plutôt au début. On a une première année sur un développement d'un prototype. Et puis l'année prochaine, donc une pré-série, 10 véhicules pour aller rouler en conditions réelles et voir un petit peu mieux sur les usages. Et puis une troisième année, si tout va bien pour nous encore, de lancement série. Et juste en quelques mots, une idée du prix de ce petit véhicule ? On est en train de le construire. On va avoir un mode d'acquisition particulier qui est en leasing, donc en location par mois. On va se tourner aux alentours de 150 € par mois, auxquels il faudra déduire des aides. Forfait mobilité durable notamment. Exactement, tout compris, donc, tout service compris, avec assurance et puis SAV. Benoît Trouvé, on souhaite bonne chance à votre projet, donc midi pile. Allez sur le site, c'est .eu si on veut en savoir un petit peu plus et voir à quoi ressemble ce véhicule. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pauline. François. C'est terminé. C'est la fin. On vous remercie de nous suivre comme chaque semaine pour ce rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités. Et on se retrouve très vite, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.